national, mesdames, messieurs, bienvenue. La disparition du président du G7 laisse un grand trou dans la classe politique congolaise. Charles Mwanda Nsimba est une icône pour toute la République. Les politiciens qui prennent part aux discussions autour de la SENCO témoignent sur la vie de l'illustre disparu. Suivez. Il a travaillé pendant longtemps comme ministre de l'Intérieur, gouverneur du Sud Kivu, ministre de la Défense, premier vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui un éminent membre de l'opposition qui vient de nous quitter. C'est une perte et nous demandons que le bon Dieu puisse consoler sa famille, que son âme repose en paix. C'était un grand homme. Pour ceux qui ont connu ses papas, comme je l'ai toujours dit, ce sont des gens avec qui, moi, j'ai commencé ma carrière politique et je les ai trouvés des vieux, des papas, etc. Mais c'est un grand monsieur Mwanda Nsimba. Mwanda Nsimba, c'est un monsieur qui a couronné l'histoire de l'honnêteté politique. C'est un monsieur qui disait ce qu'il pense, à qui il voulait le dire, et il avait des principes dans la vie. C'est un grand monsieur. Et je suis certain que là où il est parti, il sera bien accueilli. Parce qu'il a fait beaucoup du bien. C'est pour ça que quand on est dans la terre des hommes, il faut savoir faire le bien et faire moins le mal aux gens. C'est monsieur, c'est grand monsieur que le Katanga, que le Congo vient de perdre, et je crois que son âme repose à paix et nous allons lui rendre des honneurs dignes de ce nom. L'actualité, c'est aussi la reprise ce mardi au centre interdiocésain des pourparlers entre les signataires du dialogue de l'Union africaine et les non-signataires de cet accord du 18 octobre 2016. Cet avant-midi, les différentes composantes espèrent concilier leurs vues pour l'intérêt national. Bobette Moukeina et Alama Vouti. Chez les dialogueurs de l'Union africaine, tout comme au rassemblement, tous veulent tomber d'accord pour trouver une solution pouvant tirer la RDC du gouffre. Il y a un commencement de beaux débats sincères. Moi, je crois à l'avenir du Congo, je crois aussi à la conversion des hommes. Je peux réaffirmer que là, il y a un débat sérieux et à toute harmonie. Les prélats catholiques espèrent que tout sera mis au profit pour l'intérêt national. Comment respecter l'esprit de la Constitution tout en ayant des garanties qu'on aura les élections, de bonnes élections alors dans le meilleur délai. C'est le résultat que la SENCO attend des acteurs politiques. Le député national Delis Sanga énumère quelques points débattus durant cette matinée. Ce sont toutes des questions essentielles. La gouvernance institutionnelle, le processus électoral et la décrispation du climat politique. Ces questions sont d'une égale importance. Au sujet de la fin du mandat du président Kabila, Lambert Mende répond. Le président va rester en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau président élu va le remplacer conformément à la constitution de la République démocratique du Congo qui prévoit qu'un président ne quitte que lorsqu'un autre président élu prend sa place. C'est au sortir de cette première plénière de confrontation que sera connu le sort de ces pourparlers de la SENCO. Et la retransmission en direct à la télévision nationale des travaux des pourparlers de la SENCO souhaitée par le rassemblement fait débat à la question de savoir l'opportunité de cette exigence. Fiyundondo Boni, président du parti Orange, est interrogé par Jordan Vumbi. Le droit à l'information, c'est un devoir constitutionnel, soutient Fiyundondo Boni, membre du comité des sages du rassemblement. Pour lui, la population devra suivre tout ce qui s'est dit en son nom. L'accès à l'information, c'est un droit fondamental. Nous traitons de la question nationale, nous traitons de problèmes qui concernent la République. C'est tout à fait normal. La population a le droit d'avoir l'information. Il est vrai, il y a des discussions qui se feront en commission. Ces discussions-là, peut-être, ça sera au niveau de la commission, des commissions, mais l'information de la plénière, la population en a le droit. C'est constitutionnel d'ailleurs, le droit à l'information. Donc, nous considérons au stade actuel, il est important que la population soit informée. De toute façon, toutes les grandes rencontres de cette nation ont toujours été transmises en direct. Quant à la présence du MLC qui s'est retiré des travaux, le cadre du rassemblement rassure qu'une solution a d'ores et déjà été trouvée à l'interne. Le MLC, c'est un parti politique qui a été membre de la dynamique, du reste jusqu'à aujourd'hui qui est membre de la dynamique de l'opposition. Je pense que 2 places, c'est amplement suffisant dans une configuration où il y a des milliers de partis politiques.
Vous comprenez? Enfin, plus de 300, 200, 300 partis politiques membres du Rassemblement. Au stade actuel, modestement, le MLC devrait revenir siéger et accepter ce qui lui est accordé. Je crois que c'est déjà suffisant et c'est déjà correct pour nous. Après la trêve, les travaux proprement dits reprennent mardi 13 décembre au centre interdiocésain. La CENI lance ce mardi 13 décembre l'opération de la révision du fichier électoral dans 12 provinces qui constitue la première et deuxième ère constitutionnelle. Les membres du bureau de la CENI seront déployés pour s'assurer du lancement de cette opération. L'annonce a été faite hier lundi par le président de la CENI. Suivez. Après la clôture de l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord Bangui, la Commission électorale nationale indépendante lance ce jour la même opération dans les aires opérationnelles 1 et 2, comprenant les 12 provinces suivantes: Okatanga, Olomami, Doualaba, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Chouapa, Sud Ubangi, Mongala, Équateur et Ituri. L'objectif de cette opération est de mettre à disposition au 31 juillet 2017 un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins. La CENI a déployé les matériels. Tous ces matériels ont déjà atteint les chefs-lieux de province et sont en cours de déploiement vers certains chefs-lieux de territoire et vers les centres d'inscription. C'est ici l'occasion pour la CENI de réitérer ses remerciements au gouvernement de la République et à la MONUSCO pour leurs appuis logistiques importants, ainsi qu'aux autres partenaires pour l'appui ou l'assistance technique. Voilà, on va parler de l'économie congolaise qui reste confrontée aux effets négatifs de la chute des matières premières. Pour Godin Poy, professeur d'université et analyste économique, le gouvernement pouvait bien pallier cette situation en diversifiant l'économie nationale. Godin Poy était l'invité de la chronique Bye Bye 2016 sur Kin 24 Télévision. Suivez plutôt ces dossiers proposés par Nathalie Dimbasuka. La fragilité de la monnaie congolaise est causée par l'économie de la RDC qui reste extravertie. La fragilité de la monnaie congolaise a toujours été à l'ordre du jour. Et cette monnaie a toujours connu des facteurs perturbateurs. Il y a des facteurs exogènes, mais il y a également des facteurs endogènes. Alors, à ce qui concerne les facteurs exogène, il y a notamment la situation de notre économie qui est extravertie, la balance des paiements. Tout ça, ce sont des facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise de tous les temps. Malheureusement, quand on en parle, ça n'intéresse personne. C'est ce qui fait que cela augmente nos besoins en devises. Il y a une forte demande de devises telles que lorsque ces devises ne sont plus suffisantes dans les caisses de la Banque centrale, cela crée une surchauffe. Godin Poy s'indigne de l'incapacité de la Banque centrale du Congo à contrôler la masse des devises en circulation. Il y a les cambistes qui brassent une masse importante de devises d'une manière telle que ça devient difficile de déterminer la parité entre la devise nationale et la devise internationale. Mais que faire alors pour arrêter cette baisse des réserves de change? Aujourd'hui, pour arrêter cette histoire, il faut rentrer en programme immédiatement avec le Fonds monétaire international, parce qu'ils vont nous apporter des appuis budgétaires que nous pouvons utiliser au niveau de nos réserves d'échange et ça va nous permettre de stabiliser la monnaie. Cet analyste économique estime que le gouvernement devait diversifier l'économie dans les secteurs agricoles et de l'élevage. On devait appuyer les toxins sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez le potentiel bovin en élevage dans ce pays, il va au niveau de 4 millions de têtes par an. Et ce secteur est négligé. L'année 2016 a été marquée par une forte faiblesse sur le plan économique, conclut. 12 mois, soit 365 jours d'interruption du courant électrique au quartier Monkoto, dans la commune d'Ngiringiri. Les habitants de cette partie de Kinshasa déplorent l'inattention de la Société nationale d'électricité face à cette situation dont ils ignorent les raisons. Mandi Kouyala pour les détails.
Nous sommes ici aux avenues Lokelenge, Yangambi, Makanga, Ingende, au quartier Monkoto dans la commune d'Ngeringeri. Le ténèbre dans ces avenues témoigne l'absence totale d'électricité. Les habitants de ces coins de la capitale en ignorent les raisons, d'où les cris de cœur. Parce que la machine tout ça qui n'a pas la machine indicée parce que on est rapide pour la musala mais suite à courant et dans la montée et tout ça on la machine mécanique. Cette situation les empêche à se livrer au mieux à des travaux de ménage et à leurs activités commerciales. Face à cette situation triste, la population de cette partie de la capitale déplore les services rendus par la Société nationale d'électricité et elle en appelle à un rétablissement du courant électrique dans leur quartier. Problème d'insuffisance rénale en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa vient de trouver une solution à la portée de tous les malades. C'est les centres de dialyse inaugurés le week-end dernier par le gouverneur de la ville, André Kimbuta. Suivez. Ce centre de dialyse est la réponse de la ville de Kinshasa au problème d'insuffisance rénale à laquelle la République démocratique du Congo est confrontée. Voilà, monsieur le ministre, j'espère que vous donnerez des orientations sûres pour que le centre soit bien entretenu. Je vous remets les clés de l'ambulance parce que il y a des malades qui sont un peu partout, qui ne savent pas faire les déplacements. Comme ça, mes frères qui sont à Massina pourront se déplacer facilement pour venir se faire soigner. Le gouverneur Kimbuta, qui a initié et matérialisé ce projet, n'attend pas à s'arrêter à ce seul centre. Il promet d'en construire un deuxième dans les districts de la Tchangou. Mon objectif, qu'au 1er janvier 2018, que ce centre est celui que nous allons construire, parce que nous construisons un deuxième pour la Tchangou, à l'hôpital que vous appelez Sino-Congolais. C'est là que nous allons mettre un deuxième centre, parce qu'ici nous avons la possibilité de faire une extension jusqu'à 48 machines. L'autorité urbaine est déterminée de réduire davantage le coût des traitements de l'insuffisance rénale qui, sous d'autres cieux, revient à $20 la séance. Michel Adilouya, vous le connaissez n'est-ce pas? C'est le patron de Mirador Télévision et Radio. Il n'est pas mort. Certains responsables de cette chaîne de télévision démentent même la rumeur sur le décès du grand Manitou. Le point avec Jean-René Lobo et Djibril Kaboué. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre. L'on annonce le décès de Michel Adilouya Layekelaka, patron de Mirador Télévision. Le patron de l'UNPC Kinshasa a présenté même ses condoléances à la famille éprouvée. Information aussitôt démentie par la direction générale de Mirador Télévision. Sur place, on a trouvé des gens en train de pleurer. Depuis quelques heures, certaines chaînes de télévision en mal du sensationnel, notamment Télé 50, diffusent l'information selon laquelle le PDG de Mirador Télévision, Michel Adilouya, serait décédé. Par le présent communiqué, le PDG de Mirador Télévision, Michel Adilouya, informe l'opinion nationale et internationale qu'il est bel et bien vivant. Par ailleurs, il se réserve le droit d'intenter des poursuites judiciaires contre tous les Cassandres qui diffusent l'information faisant état de son décès. Il prie tous les téléspectateurs de Mirador Télévision de garder leur sérénité et de ne pas prêter foi à l'intox dont le seul mobile est de nuire à Mirador Télévision. Tous les efforts fournis pour joindre le numéro 1 de Mirador se sont révélés vains, l'éditeur ayant laissé ses téléphones au bureau. Selon les rumeurs, la plume d'or a été retrouvée après 3 jours enfermée dans son bureau, agonisant. Adilouya serré, malade et hospitalisé à l'hôpital du Cinquantenaire.